Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir. Vraiment, c'est la première fois que je vais envoyer une histoire en audio. Bonsoir à la communauté DMG. Likez, partagez, c'est ce que je peux dire. Bon, ici, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. Nous étions, je pense, en 2004. À cette période-là, je fréquentais encore vers Tropicana. Il y a une institut privé là. Je fréquentais encore là, mais j'habitais à Colbison. Un jour, parce que d'habitude, on fréquentait de 8h jusqu'à 18h. Parfois, on pouvait quitter à 17h ou à 16h. Mais ce jour-là, on était sortis très tôt. On était sortis tôt parce que le professeur qui devait passer à la dernière heure nous avait libérés, nous avait dit qu'il n'allait pas être là. Celui qui passait à l'avant-dernière heure, il nous avait aussi libérés. Donc du coup, aux environs de 14h30, 15h moins, on était déjà libre. Il fallait donc quitter de là où on fréquentait pour venir prendre le taxi net au niveau de Tropicana pour aller plus vite. Pour aller en Colbison, à cette période-là, on prenait poste central pour prendre les cars au niveau de Camten. Et où tu pouvais prendre peut-être le taxi pour Mokolo, prendre une voiture à Texaco Mokolo Damba pour aller en Colbison. Mais moi, je prenais généralement à la poste. Me voilà, je marche, j'arrive au carrefour. Le premier taxi passe, le deuxième passe, le troisième passe. Je ne suis vraiment pas intéressée. Je ne sais pas, il y a un taxi qui arrive, qui garde devant moi. Je ne l'avais pas stoppé, mais il garde devant moi, il klaxonne. Je dis poste central, à l'époque on payait encore les 200. Je dis poste central 200. J'entre. Donc il y avait le chauffeur et il y avait un monsieur assis derrière le chauffeur. Donc c'est-à-dire derrière le chauffeur, c'est-à-dire la portière qui donne à la chaussée même. Je suis entrée. Donc j'étais la troisième personne. On avance, on arrive juste au niveau de l'office du bac. On prend une autre dame. Elle stoppe le taxi, elle dit Acropole. Il klaxonne, il prend. On roule, on arrive au niveau de Texacon Van. On prend une troisième dame. Elle était très brune comme ça, je me souviens encore bien de son visage. Elle dit plutôt score. À la période là, c'était encore score. Elle stoppe le taxi pour score. Le monsieur la prend. Donc nous étions 3 femmes dans le taxi. Celle qui était devant nous, celle qui était à côté de moi et moi j'étais au milieu et il y avait le monsieur. Le monsieur qui était assis derrière le chauffeur, il portait un sac, ce que nous on appelle les banjok, qu'on fait le marché avec. Et dans le sac il y avait la machette, la houe, parce que ça se voyait, parce que de temps en temps ça tombait un peu vers moi. Il était en fait comme un villageois, comme quelqu'un qui sortait du champ, parce que même quand je regardais ses mains étaient tout bizarres là. Il avait croisé les mains et il avait des habits vraiment un peu comme des haillons, comme les habits qu'on appelle chez nous, chez les bêtiers, on appelle ça koulba, les koulba dont on se compare avec normalement au champ. Il portait ça et il était trop rapproché du côté de la portière, genre comme il n'était pas très propre, il ne voulait pas qu'on le touche. On a commencé à rouler. En fait, dans le taxi, les périodes là, on n'avait pas encore les WhatsApp et tout. On avait encore les petits churonco là, mais c'était genre, tu peux juste faire des SMS. Et moi, je causais avec des amis pour leur dire, OK, moi, je suis déjà partie. On discutait par SMS. La dame de devant, elle avait un coup de fil. Je pense que celle de derrière somnolait un peu. On roule, on arrive au niveau de Vombi. On monte. Quand on arrive net au carrefour Vombi. Je dis au carrefour Vombi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le chauffeur a failli perdre le contrôle de la voiture parce qu'on est allé vers Mickey, on est revenu. La dame de devant somnolait, celle qui était à côté de moi somnolait, mais moi je ne somnolais pas. Moi j'étais sur mon téléphone. Je m'effraie donc, je regarde derrière, je regarde devant. La route était libre. Je me demande que le chauffeur a failli cogner qui? Je n'ai même pas fini de penser DMG. Le chauffeur a frappé le volant de sa voiture. Il dit, si on n'était pas à table ici, si je vais te prouver qui je suis. Hey,
Je regarde la femme qui est à côté de moi, elle me regarde. Celle qui était devant se retourne, elle nous regarde. Je regarde le monsieur. Le monsieur ne me regarde pas, le monsieur continue de regarder le chauffeur, il regardait vers la nuque. Il frappe encore, il dit, je te dis que si on n'était pas à table ici en train de manger, me voici qui pose ma cuillère, fais encore ce que tu voulais faire là tout à l'heure. Et maman, je me suis d'abord bien assise, je me suis bien adossée. Que l'histoire, si, qu'est-ce qui se passe? En fait, je guette devant, je me dis peut-être qu'il est en train de causer sur son téléphone, mais il n'a pas de téléphone, il n'a rien. En fait, on ne faisait que les gestes dans la voiture. Après, le monsieur donc qui est à côté de moi, il demande, tu t'adresses même à qui? Hein? Tu t'adresses même à qui? Tu parles même de quoi? Hey, il ne fallait pas. Il lui dit, tu me demandes que tu parles de quoi? Tu me demandes que tu parles de quoi? Tu veux venir sacrifier qui dans son taxi? Tu veux venir sacrifier les clients de qui? DMG, mes cheveux se sont dressés sur la tête comme ça. Il dit, je te dis, tu veux venir sacrifier qui? Tu pensais, tu ne m'as pas vu à table? Tu ne m'as pas vu à table? Le monsieur commence à dire, oh, le monsieur qui était devant est un Eton et le monsieur qui est à côté de moi est un Eondo. Parce que bon, comme moi je suis bêtise, donc je comprends très bien parce que lui, il s'exclamait, il avait les exclamations, il parlait aussi en Eton. Celui qui est à côté de moi, il parlait, il avait d'abord l'accent Eondo et puis il a commencé à parler en Eondo. Il lui dit, toi et moi on n'est pas parentés. Hein? Tu viens faire la sorcellerie à qui? Dans le taxi de qui est-ce que tu viens faire ça? Hein? Dans le taxi de qui? Tu veux venir? Il lui dit, parle encore. DMG, on quitte du carrefour Vormbi pour arriver à Acropole. Quand je te dis, on nous libère, il est presque 14h30. Le temps de marcher pour arriver à Tropicana, c'était peut-être une histoire de 5 minutes. Donc j'arrive peut-être là, on peut dire 15h, peut-être moins 20. Je prends le taxi, il est peut-être 15h moins 10. Le temps de rouler et tout, et la route était ouverte. Donc on peut dire que on est dans le taxi à 15h. Mais je te dis DMG, quittant du carrefour Vormbi pour arriver seulement à Acropole, on avait eu l'impression qu'on avait roulé, qu'on avait fait le voyage peut-être Douala-Yaoundé. Ils ont commencé à bavarder. Oh, l'autre lui dit, oh, petit pauvre type, un petit sorcier comme ça, tu parles à qui comme ça? Celui qui est à côté de moi, tu parles à qui? Hein? Tu parles à qui? Tu dis à qui que je veux sacrifier quoi? Est-ce que je fais la sorcellerie comme toi? Le type lui dit que continue de parler. Je dis, je mets ta sorcellerie dans la fourrière. Je dis, continue de parler, monsieur. Je dis, ouvre encore ta bouche là où nous sommes placés là. Oui, tu as fait ça parce que nous étions à table. Me voici maintenant. Je dis, ouvre encore ta bouche. Je dis, le monsieur qui est à côté de moi a fermé sa bouche. C'est là où j'ai compris qu'ok, nous étions où c'était dans l'avion, je ne sais pas où, je ne sais pas dans quel espace nous étions, mais je pense que nous n'étions plus sur terre. Le monsieur a commencé à parler. Lui dit, il commence à parler à Neton. Je lui dis, vous pensez souvent que quoi? Hein? Vous entrez quelque part, vous ne cherchez même pas à savoir qui est dedans. Tu veux venir me sacrifier? Tu veux venir me sacrifier? Tu as vu quel visage a sacrifié dans mon taxi? Tu me connais? Tu sais qui je suis? Je t'ai dit, monsieur, ouvre encore la bouche, je dis, je te casse les dents et je mets ta sorcellerie dans la fourrière. Même si je vais partir en prison, moi au moins. Et le type commence à dire, moi je vais mettre ton taxi en fourrière. Et lui dit, je m'en fiche du taxi, le taxi ce n'est rien. Je dis, toi continue. Pourquoi tu n'as pas réussi ce que tu voulais faire? À ce moment-là, on arrivait déjà à Acropole. La femme qui descendait à Acropole là a dit que pardon, je descends ici. Elle est descendue. Je dis que je priais seulement dans le cœur que Seigneur, pardon. On a avancé. Quand on arrive au niveau de l'immeuble de la mort, la période là, on n'avait même pas encore fini de réflexionner. On arrive au niveau de l'immeuble de la mort. J'ai dit seulement que, pardon, chauffeur, je descends ici, je prends mon argent, je donne. J'avais mes pièces à main, je donne. La fille qui était placée, qui était devant, elle nous guette derrière. Donc, comme pour me dire que, hé, maman, tu me laisses. Elle seulement dit que, maman, tu descends de l'autre côté là-bas, continue. DMG, je suis descendu, le taximan ne faisait que parler. Je suis descendu du taxi, j'ai traversé la route. Je ne sais pas ce qui me fait avoir le réflexe de regarder Kéké. Regardez même un peu l'heure qu'il est. DMG, nous étions déjà à 17h. Je dis, il nous a porté à Tropicana, il était 15h. On a fait Tropicana, poste central, 2 heures de temps, il était 17h. Il n'y avait aucun embouteillage, on ne s'est arrêté nulle part. Je dis, aucun embouteillage, rien. Donc les gens nous avaient fait un voyage astral pendant que nous étions dans le taxi. Je dis, DMG, la fatigue que j'avais. Parce que quand j'étais même rentrée à la maison, quand j'arrive à la maison, je prends d'abord mon cas, j'arrive à la maison, je trouve ma tante, je dis à ma tante que là où je suis là,
Voilà ce qui s'est passé dans le taxi et tout, et tout, et tout. Je finis de raconter. Elle me dit que laisse, rien ne va t'arriver. J'ai quand même prié la même. J'étais tombée malade après. J'étais tombée malade après peut-être 3 jours. C'était le genre, je suis juste frileuse, quoi. Donc, frileuse, là, tu ne sais pas ce qui se passe. En fait, je ne sais pas où c'est parce que je me rendais compte de ce qui allait peut-être se passer dans le taxi et tout. Donc, le monsieur a failli, donc il voulait faire genre, il crée un accident. On finit de tous mourir là. Et puis on va dire non, ils sont morts de suite d'accident. On ne sait même pas ce qui vous a tué. Peut-être il allait cogner un pouce-pouce ou une brouette. On ne sait même pas ce qui vous a tué. Alors que non, on vous a déjà sacrifié sur un hôtel de sorcellerie où tu n'es parenté à personne. Personne. Personne dans ce taxi-là ne se connaissait. Ni le chauffeur ne connaissait le passager, ni le passager ne nous connaissait. Entre nous, on ne se connaissait même pas. Donc, comme pour dire que je vous assure, le monde-ci est tellement, je dis, c'est devenu tellement difficile, on ne sait même plus comment vivre et tout. Ce n'est que la prière qui nous garde. Donc, on peut intituler l'histoire là que le client qui a failli sacrifier les autres clients dans un taxi. Vraiment, DMG, c'était ma première participation. J'ai tellement d'histoires à raconter que prochainement, je vais revenir et je suis sûre que vous allez apprécier. Bon, tout ce que je peux dire, c'est visionner, partager, liker, commenter. Vraiment, donnons de la force à ce qui est en train de se passer. Ça nous éveille tous. Ça nous permet de comprendre que ce monde-ci n'est pas fait que du physique. Le spirituel est même plus grand que ce que nous vivons physiquement. Donc, merci beaucoup et merci de partager mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Et j'ai une autre histoire de ma maman. Voilà, comme j'avais dit, c'est comme si ma maman avait des visions prémonitoires. Quelque chose va arriver. Elle a le sens de voir. Mais bizarrement, son tour n'a pas pu voir. On tout ce que Dieu ferait bon. Une fois, ma maman avait un champ où on était. Elle avait un petit champ où elle partait perdre du temps qu'elle partait pas elle partait pas livrer ses marchandises. Donc maman me disait que quand elle partait au champ, pendant qu'elle marchait, elle a remarqué qu'il y avait un homme qui la suivait. Bizarrement, un homme bizarre qui la suivait. Et maman est très peureuse, mais ce jour-là, bon, elle était déjà engagée sur la route, donc elle a attrapé son courage à deux mains. Et elle marchait. Et puis elle guette derrière, il y a un homme qui la suivait. Donc en partant à la croisée, le cousin de mon papa qui était assis là, on dit, ah, on dit c'est lui qui garde le coin. Maman, Dieu merci, elle a vu quelqu'un qu'elle connaît. Que Dieu merci, et puis elle a dit au camarade de mon papa que, je suis là, si tu vois qu'il est là, tu veux partir, il faut me faire signe. Il a dit, ok, maman a pris le raccourci pour aller dans son champ. Et bizarrement, pendant qu'elle travaillait, elle a vu le monsieur qui passe derrière elle. Le monsieur la suivait. De ce qu'elle coupe en même temps, parce que c'est que c'est son champ, il n'y a pas de route, c'est une forêt, il va où? Et le monsieur repasse encore. Donc là, elle a eu vraiment peur. Elle a pris ses bagages, elle va se retourner. Pour aller s'asseoir au côté du collègue de mon papa, et après elle doit aller rentrer à la maison ensemble. Et en partant pour traverser, il y avait un petit pont, un petit magot qui était là, et maman a glissé, maman est tombée dans l'eau. Tu vois un peu. Il faut dire que maman était une femme très en forme. Voilà, très très en forme. Voilà, tout est à sa place, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, et puis elle avait porté des bottes. Donc, quand elle est tombée dans l'eau, ses pieds se sont déplacés. Elle ne pouvait plus marcher et le montait. Figure-toi, que c'est le monsieur qui suivait ma maman depuis là, qui est venu soulever ma maman pour la mettre au bord. Tu sais comment c'est bizarre, non? C'est le monsieur qui suivait maman partout où elle passait. C'est lui qui est venu la soulever pour la mettre au bord. Et quand il l'a mis au bord, il est parti. Maman, elle a tourné, n'a plus vu le monsieur jusqu'à aujourd'hui. Et comme c'était pas trop loin, puisqu'elle avait dit au collègue de mon papa qu'elle n'allait pas durer, la voyant pas, il est venu, il a vu ma maman. Et c'est comme ça qu'il a ramené ma maman à la maison. Maman avait le pied déplacé. On fait traitement. Et quand elle explique à son pasteur lui a dit non, que toi vraiment, je sais pas, parce que maman porte le nom de la maman de Dieu, de Jésus-Christ. Il dit, c'est pas si ton nom qui agit toi, mais toi vraiment, on te protège. Que celui qui est venu te sauver, c'était un nom, c'est parce que ça devait t'arriver. Que depuis là, il te suivait. Imagine que s'il y avait personne, le montait, tu allais faire comment? Sachant que je n'ai pas mis, je suis en forme, les personnes sont déplacées. Je ne pouvais pas te lever, tu as porté bottes. Si le monsieur n'était pas passé par là, tu allais faire comment? Que vraiment, toi, Dieu a sa main sur toi. Et c'est comme ça, c'est qu'elle nous a raconté. Mais souvent, je me dis,
J'avais sa main sur elle et puis bon, il a permis qu'elle parte comme ça. Comme on le dit, les voies de Dieu sont indomptables. Tu ne juges pas, tu ne peux pas savoir. Mais on dit tout ce que Dieu fait est bon. Donc c'était ma petite histoire et puis bon, que Dieu te bénisse DMG. J'espère que ça, tu vas bien. J'espère. Je vais te trouver au Cameroun, on s'est frappé là-bas. En tout cas, prends soin de toi, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour à toute la communauté DMG, bonjour à l'équipe DMG. J'ai une histoire à partager. Elle n'est pas mystique, mais je la trouve maléfique, malsaine. Et j'ai tenu à vous la raconter aujourd'hui. Pour dire aux papas, aux mamans, aux familles de veiller sur les petits-enfants. Soyez présents, assurez-vous que le tout petit enfant soit toujours en sécurité. Voilà mon histoire. Mon père et ma mère avaient une vie un peu conflictuelle au point où mon père s'est retrouvé à me garder très jeune. Et vous savez, les hommes n'ayant pas la fibre maternelle, j'ai envie de dire pour certains, il n'était pas présent physiquement, il était dans d'autres domaines, mais physiquement, il ne l'était pas. Alors, dans sa maison, il nous avait confié à une sorte de majordome qui prenait soin de nous mettre au lit, de s'assurer que nous avons pris la douche et que nous ayons mangé. Donc, c'était un peu ça le film. Et de fil en aiguille, mon autre tuteur, ce monsieur, s'occupait de nous comme un père de substitution qu'il était déjà. Et tous les matins, il nous apprêtait le petit déjeuner et il nous remettait dans les assiettes. Entre-temps, nous habitons dans une zone qui ressemble à, comment est-ce que je peux dire ça? C'est comme une cour commune, mais en réalité qui ne l'est pas. C'est des maisons qui sont voisines et dont les voisins, les uns et les autres, ont accès un peu aux portes des autres et où alors on l'a vu un peu dans les maisons des autres. Et c'était ce type de maison que nous on habitait à cette époque. Donc quand ce monsieur nous donnait à manger, particulièrement à moi, et on était amené à manger plutôt à la terrasse parce que vous savez, les petits-enfants, ils mangent, ils en mettent un peu partout. Et ce monsieur qui nous gardait préférait qu'on aille manger à la terrasse pour faciliter après le nettoyage, je suppose. Donc lorsqu'il me remettait mon plat, il y avait une dame, une maman. Je vous assure, c'est monstrueux de faire vivre ça à des enfants. C'est monstrueux, il n'y a pas de mots. Donc, tous les matins, quand il me remettait mon plat, cette maman, cette dame, elle arrive là comme une maman, elle taquine. Ah, ma copine, tu manges aujourd'hui? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que elle te posera beaucoup de questions comme si elle s'intéresse à ta vie? Et après, elle confisquait mon plat, elle allait chez elle. Non, toi, tu manges toujours, tu en mets partout, allez, viens. Donc, elle m'entraînait chez elle par la main et l'autre main, elle tenait mon plat. Et ce monsieur qui nous servait de tuteur nous laissait faire parce que pour lui, c'était une maman. Donc, cette dame m'amenait chez elle et vous n'imaginez pas ce qu'elle m'amenait faire chez elle quasiment tous les matins. Donc, une fois on arrive chez elle, elle ferme la porte derrière elle, elle tire les rideaux, elle s'installe à même le sol dans son salon. Elle a confisqué mon repas qu'elle met en hauteur et elle me dit si je veux manger, il faut que je lèche cette partie-là. Je vous laisse imaginer de quelle partie il s'agit. Je ne comprenais pas à cet âge. Si jeune, je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle va t'obliger. Tu dis, mais maman, je veux manger. Elle va t'attraper par le cou. Tu es obligé à lécher ces parties. Et c'était comme ça. C'était horrible. C'était horrible. Vraiment, j'en parle aujourd'hui. Vous n'imaginez pas le poids qu'il y a dans mon cœur. Je n'ai jamais pu en parler à mon défunt père d'ailleurs. Et je l'ai dit 2 mois avant la mort de ma mère, à ma mère, ce que j'avais vécu. Donc c'est difficile, je vous assure. Quand vous avez des enfants, et même si vous n'êtes plus en couple, ne laissez pas les enfants livrés à eux-mêmes ou d'autres personnes parfois pas capables de s'en occuper. Veillez sur les enfants. J'ai vécu ces moments horribles, pas une fois, pas 2 fois, je vous dis, c'était ainsi quasiment tous les matins. Donc, bon après-midi et beaucoup de courage aux familles, à ceux qui traversent des moments difficiles. Que Dieu nous garde. Merci, au revoir.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour à toute la famille, bonjour à DMG, bonjour aux chers auditeurs. Vous m'avez vraiment manqué. Je reviens vers vous encore avec de nouvelles histoires. Je vais intituler cette histoire La maison hantée. Voilà. Ça m'est revenu à l'esprit lorsque j'ai écouté certaines histoires revenant encore sur les mêmes choses. Lorsque vous partez quelque part, sanctifiez vos maisons, peu importe les divinités auxquelles vous appartenez, la religion et tout. Vraiment, mettez quelque chose pour protéger vos maisons et tout ça. Moi, personnellement, je suis chrétienne, donc je ne fais que prier. Alors, je pense qu'en 2004, nous avons quitté Brazzaville, nous étions partis à Pointe-Nord. Maman avait été affectée là-bas comme étant chef de service dans le grand hôpital de Luandjidi dans les premières années, là, 2004. On était là-bas, on a trouvé une maison. Dans la parcelle, il y avait une très grande maison qui avait été divisée en deux, dans notre maison et la maison des voisins. Dans chaque maison, il y avait 2 chambres, salon, cuisine, douche, etc. Donc, ayant des nouveaux, des nouveaux voisins dans le quartier et tout, vous-même, vous savez, lorsque vous arrivez nouvellement quelque part, vous êtes bel et bien visité par des voleurs et tout. Donc, on avait été visité par des voleurs, mais nous aussi, comme on venait d'arriver, la maison était encore vide. On n'avait que les matelas et les valises et tout. On n'avait pas encore acheté de télé, rien du tout. On s'essayait même à même le sort. Donc, maman n'avait pas traîné, elle avait acheté, comment on appelle, les petites nattes là, pour ne pas qu'on s'asseye directement sur les carreaux. Donc, le temps de s'installer. En tout cas, ça n'avait pas traîné, elle a fait faire comment on appelle ça? Elle a acheté une salle à manger et tout, on a commencé à meubler la maison. Là, après le passage des voleurs, puisqu'ils étaient arrivés, ils étaient déçus et ils n'étaient plus revenus. C'est là on avait pris la décision, après le passage, de prendre un gardien. Un jour, pendant le tour de garde du monsieur, vraiment j'aimais bien ce monsieur-là, il s'appelait Tonton Fulgence. Il arrive là, il avait souvent sa machette. Lui dormait sous notre véranda, à la véranda, sous la fenêtre de la chambre de maman. C'est vrai, on était 2 voisins dans la même parcelle, mais ils s'étaient vraiment attachés à notre maman parce que maman était plus ouverte que l'autre dame qui avait l'air un peu, vous savez, il y a certaines personnes qui n'aiment pas, qui ne supportent pas la présence des autres et avec certains comportements un peu au-dessus des autres, quoi. Donc le monsieur, il approchait bien maman. Et la différence des villes faisait aussi qu'il était curieux de connaître maman un peu plus. Alors c'est là un soir, je dirais, il est arrivé pour son travail, bien sûr, on s'est salué et tout. Alors, nous on est parti dormir et dans la nuit, monsieur va faire la ronde. Quand il fait la ronde, il va s'apercevoir qu'il y avait quelqu'un dans la cuisine. Excusez-moi. Dans la cuisine, devant la gazinière, comme en train de faire quelque chose, comme se servir ou bien tourner quelque chose dans la marmite. Il dit, comment je vais appeler maman? Bon, je vais la nommer Maman Jeanne. Maman Jeanne. Maman Jeanne. Donc ça veut dire, Maman Jeanne, qu'est-ce que tu fais? C'est toi? Il voulait se rassurer si c'était elle parce qu'il a vu quelqu'un comme quelqu'un, mais il n'était pas vraiment sûr. C'est vrai que c'est pas sa maison, mais ça l'arrive quand même interpellé. Il appelle, la personne ne répond pas. Il appelle maintenant, tellement qu'il a insisté, maman répond et sa voix se fait entendre loin, alors que lui il était sous la fenêtre de la cuisine. Maman, sa voix se fait entendre de l'autre côté, comment on appelle, de la chambre là-bas. Alors il contourne, il va maintenant du côté de la chambre de maman. Maman répond, oui, je suis ici, je m'appelle Jean-Chacun, il y a quel problème? Elle dit non, j'ai vu quelqu'un. Non, maman répond et puis elle vient maintenant dans la cuisine. Elle quitte la chambre, elle vient dans la cuisine. Voilà. Il dit non, j'ai vu, je pensais que tu étais dans la cuisine, tu étais en train de faire quelque chose, je voulais me rassurer que c'était toi parce que je t'ai parlé, tu m'as pas écouté et j'ai insisté. Elle dit non, moi j'étais dans la chambre. Ok. Il est parti. Quand il part, ce jour-là, il a plu. La nuit, il avait plu.
maman est retournée dans la chambre, ils se sont dit au revoir. Puis il est reparti maintenant, il est parti piquer un somme sous la fenêtre de maman. Il avait mis sa machette sous sa tête. Il avait tenu le manche, il a mis la machette comme ça. Donc au cas où alors, il dégaine ce mot directement là. Et puis voilà. Donc, maman repart dans la chambre. Moi, à cette époque-là, je faisais pipi au lit. J'ai dormi avec ma grande sœur dans notre chambre. Maintenant, maman est dormie avec mes deux petits frères. À l'époque, mon petit frère, je crois, il avait 4 ans ou 3 ans comme ça. Il était très, très jeune. Et vous imaginez, lui, il avait 3 ans, quelque chose comme ça. Il avait 3 ans. Moi, j'avais peut-être dans les 9 ans. Oui, j'avais dans les 9 ans. Et quand on a fait la nuit, et maman, ce jour-là, le courant, quand il y a eu l'éclair, voilà, il y avait le courant, quand il y a eu l'éclair, le courant s'est arrêté. Maman, comme elle est souvent, elle est très sensible, elle avait des enfants, notre dernier, le deuxième garçon, il avait près d'une année. C'est à cette époque-là. Donc, maman, elle avait utilisé les pots, ça, les petits pots en cassable comme ça. À l'époque, c'était les Blédina, les compotes de la marque Blédina. Les pots là, les verres en question, parfois on utilisait ça pour mettre les bougies. Alors maman, dans la nuit, elle savait qu'elle allait toujours nous réveiller pour qu'on aille faire pipi. C'était pour éviter que je puisse beaucoup au lit. Et ma grande soeur, elle n'avait pas ce problème. Elle se réveillait facilement. Donc c'est moi qu'il fallait toujours réveiller. Non, va faire pipi. Donc en face de la chambre de maman, c'était les toilettes. Et à côté des toilettes, c'était la douche. Maintenant, en diagonale, il y avait notre chambre. Donc du coup, et à côté maintenant de la chambre de maman, il y avait la porte qui emmenait au salon. Tout ça là, c'était dans le couloir. Maintenant, l'autre porte s'est emmenée dans la cuisine. Donc, vous voyez un peu comment les portes étaient disposées dans le couloir. Maman se lève et met la bougie au milieu du couloir. Au moment où elle partait dormir, elle ne s'était pas encore endormie automatiquement après avoir allumé. Elle entend ma grande soeur sucer le pouce. Mais quand tu es sucé le pouce comme ça, parfois, si elle attrape ta main comme ça, elle attrape ton bras dans le lit, c'est fini pour toi. Elle va s'accrocher au bras là, elle va frotter ses yeux. Donc, c'est-à-dire de dérange. Tu ne savais même pas, bon, je ne sais pas pourquoi chez elle c'était comme ça. Alors, maman va l'écouter en train de faire... C'est comme si, je ne sais pas si elle était en train de manger quoi, je ne sais pas. Elle faisait du bruit et maman, ça l'a interpellée. Elle appelle Colombe. Oh, l'enfant ne répond pas. Après, elle vient se lever devant la porte de sa chambre. Elle voit quelqu'un assis dans les toilettes. Puisque la porte des toilettes était ouverte. Et elle voit quoi? La bougie au couloir en train de faire des kendezonga. Aller-retour. Maman était là comme une idiote. Elle dit, Oni. Elle regarde. Elle dit, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Elle est restée calme et regardait. Nini. Elle n'en revenait pas. Elle se disait, peut-être ça c'est un film. Peut-être, je ne sais pas. Elle est restée calme. Quand elle reste calme, elle voit en face la personne. Mais elle entend ma soeur dans la chambre. Elle crie ce mot, Jésus. Quand elle crie, moi dans la chambre là-bas, j'ouvre les yeux. Il y avait aussi l'éclair qui a tourné à cet instant. L'éclair a tourné. J'ouvre les yeux comme ça. Bon, je ne sais pas, c'était peut-être une imagination, les enfants aussi. Je vois comme ça à la fenêtre, comme on avait mis le pagne. Je vois à la fenêtre le visage d'un clown. Automatiquement, j'ai fermé les yeux. Alors maman nous réveille. Maintenant, notre tonton là, il avait entendu la voix de maman. Il dit, Marjane, Iki. Iki là, ça veut dire, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, maintenant, elle ouvre seulement la fenêtre de sa chambre, comme il était seulement en dessous là. Elle dit, mais papa Fulgence. Bon, le Kituba, c'est vraiment une langue un peu difficile pour moi. Je sais que je suis congolaise, mais c'est un peu lourd pour moi. Donc, bref. Elle commence à lui dire, comment on appelle? Non, regarde ça. Elle explique maintenant. Le monsieur maintenant dit, mais là, pendant que toi, tu es en train de vivre tout ça là, quand tu as crié, c'est ton cri qui m'a fait sortir du cauchemar dans lequel j'étais. Lui, il rêvait maintenant que on le poursuivait avec sa machette. On était sur le point de l'attraper comme ça. Il sort de là. Quand il se réveille, sa machette était loin de lui.
Alors que lui-même, il avait tenu sa machette comme ça, il a tenu le manche et il a fait passer comment on appelle ça, la partie tranchante là sous sa tête. Donc, il s'était arrangé pour ne pas aussi que ça puisse se blesser. Je pense que vous avez déjà au moins le schéma dans vos esprits. Ah, maman dit, ah bon? Donc, c'était du tic au tac. Nous tous, nous, on vivait là-bas à l'intérieur. Lui aussi vivait les choses à l'extérieur. Maintenant, dans la parcelle d'à côté, il y avait une église là des Zéphirins. Leur avocatier entrait dans la parcelle. Ça, comment appelle les branches ont entré dans notre parcelle. Ça avait couvert du côté de la fenêtre, du côté de la toiture de la chambre de maman là et une partie de la véranda. Les branches là arrivaient là. Donc, les avocats là tombaient seulement chaque nuit. Les avocats ne tombaient jamais dans la journée. Vous allez rester là à attendre les avocats que les avocats tombent comme ça. Les avocats, ça tombait jamais, jamais dans la journée. Maman avait fait ce constat. Donc maintenant, quand il lui écrit comme ça, il lui se réveille et quand il regarde sur le mur qui nous séparait avec la parcelle là où il y avait les autres là, il voit quelqu'un sur le mur en train de le guetter, comme en train de guetter dans la parcelle. Après, d'un coup, paf, la personne a disparu. Donc, c'était simultané. La nuit n'était pas bonne. Maman, maintenant, pas peur. Elle était seule. Le mari n'était pas là. Papa était parti en mission. Nous, on était restés dans la ville. Donc, maman nous ramène dans sa chambre. Elle dit, prenez votre matelas, emmenez dans ma chambre. Nous, on s'en a pris là. On est entré. On a dormi dans la nuit encore. Le courant est revenu. Maman, maintenant, on va nous réveiller. Non, allez-y faire pipi. Moi, je me réveille comme ça à tour de rôle. C'était avant la grande soeur qui est entrée. Donc, j'étais devant la porte de la chambre de maman. Mon petit frère aussi était là, à côté de moi. Genre, on avait bien évidemment, on avait laissé la lumière du couloir allumée. Donc, quand le courant est revenu, ça avait éclairé. Moi, je vois comme ça, je regarde mon petit frère. Dans la bambebo, c'est-à-dire les lèvres là étaient vraiment. C'était. En tout cas, les lèvres du cochon, hein. La bouche du cochon, là, je ne sais pas comment on appelle la bouche du cochon, le vrai nom de la bouche du cochon. C'était vraiment, pour un enfant de 3 ans. Imaginez-vous que les lèvres du bas, là, quittent là où ça reste, là, ça arrive jusqu'au menton. Ça arrive jusqu'au menton. Donc, ça a commencé d'abord à épaissir comme ça. Moi, je dis à maman, oh, maman, les lèvres j'ai appelé comment? Bon, les lèvres de Yannick sont devenues comme les lèvres du cochon. Maman dit, ah, toi aussi Manu, viens avoir dormi. Comme elle savait que j'aimais bien m'amuser, elle dit, viens dormir, c'est pas le moment de s'amuser. Moi, je dis, j'ai fait pipi. On est parti encore dans la chambre. Dans la nuit encore, je sais pas, la dispensation des heures là, je sais pas, je peux pas vraiment situer les heures. Mais c'était encore dans la nuit. Maman, maintenant, elle s'était réveillée, peut-être, je sais pas, il était peut-être 4 heures, je sais pas trop. Maman s'est réveillée. Quand elle se réveille, maintenant, c'était pour prier. Elle voit l'enfant avait tourné face à elle. Elle regarde l'enfant comme ça. Elle crie, Jésus, maman, refais-vous. Pauline. Donc, la panique là. Si, c'est quoi? Ah, désolé, j'ai donné le prénom de mon petit frère. Bref. Elle dit, oh, ça c'est quoi? Réveillez-vous. Quand moi je regarde, j'ai dit, mais maman, hier, moi, je t'ai dit que les lèvres de l'enfant étaient devenues comme pour le cochon. Elle dit, mais je ne savais pas, maman. Je pensais que tu étais en train de t'amuser. Oh, je ne savais pas que c'était sérieux. Donc, une fois de plus, quand les enfants disent quelque chose, il ne faut jamais prendre à la légère. Il faut toujours vérifier. Surtout quand vous passez aussi des moments un peu difficiles comme ça, il faut prendre parfois les choses au sérieux. Bref. Alors, on s'est mis à prier pour l'enfant. Quand on a commencé à prier, pendant qu'on priait, je me rappelle, depuis toute petite, j'ai cette faculté-là de voir parfois des choses dans les songes ou encore parfois, je suis là, je suis en train de voir des choses. Maintenant, je vois, pendant qu'on était en train de prier, j'ai fermé les yeux, j'ai vu un homme habillé tout en noir, au manteau en cuir noir, chapeau noir, donc il était lui-même aussi noir. Je ne sais pas si vous avez connu le dessin animé de Adam et Ève de l'époque. Comment on appelle celui qui avait tout perdu là. Ah, pas Adam et Ève. J'ai oublié le nom de ce personnage de la Bible.
Il avait plusieurs enfants, il avait sa femme et un jour, il avait tout perdu comme ça. Job, voilà. Donc, quand on montre le diable là dans le dessin animé de Job là, il ressemblait à ça. Donc, c'était la seule image que j'avais et c'est la personne là que j'ai décrit à un moment après la prière. J'ai dit, maman, il donnait du coca à Paul. Alors maman a dit, on a prié, on va maintenant partir à l'hôpital. Quand ils partent à l'hôpital, avant de partir à l'hôpital, maman a prié, elle dit, hey, moi je ne suis pas venu ici là pour donner mes enfants. Je ne suis pas venu ici pour que mes enfants soient des marionnettes et des histoires et des histoires. Ce que je suis venu trouver ici, je ne sais pas. Et tout. Vous savez, la parole aussi a de l'effet. Tu peux prier, mais en tout cas, la parole a de l'effet. Elle est partie à l'hôpital, elle a couvert l'enfant, elle a mis l'enfant en foulard, ils sont partis et ils sont revenus. Quand ils reviennent, la nuit même le lendemain, rien. L'enfant, c'est comme s'il n'avait jamais eu ça. C'est après maintenant que on va se renseigner, on va savoir en fait que dans la maison même, là où nous on habitait, il y avait un monsieur qui était occultiste là-bas. Il faisait ses histoires et jetait parfois de l'argent dehors et tout. Et sa femme était morte dans cette maison-là. C'est là où nous on avait découvert, on a dit, oh, donc certainement la dame que la sentinelle avait vue cette nuit-là, il pensait que c'était maman, c'était certainement l'esprit de cette dame-là. Et si on ne s'était pas levé dans la prière, on avait commencé à voir les bikamois, comme on dit chez nous là-bas. En tout cas, les bimonamezos. On allait voir vraiment des choses incroyables dans cette maison-là. Mais heureusement qu'on a prié. Et voilà, ça s'était arrêté. On n'avait plus jamais vu des choses comme ça dans la maison. Voilà, c'était ça un peu mon histoire. Je vais revenir vers vous pour une deuxième histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour, monsieur DMG TV. Comment vous allez? Chez moi, je vais très bien. Par la grâce de Dieu. Bon dimanche à vous. Mon nom c'est Quentin, intervenant du Nigeria, ressortissant de Côte d'Ivoire. Je voulais aussi partager ça aussi, qui est vraiment un peu difficile souvent d'accepter certains trucs. Et quand on s'entête dans la vie, on a souvent des choses qui nous arrivent, on pense que c'est le diable. C'est pas tout qui est le diable, et aussi il faut aussi chercher à observer certains trucs dans la vie. Parce que si tu n'arrives pas à observer les choses dans la vie, tu vas te heurter les orteils. Donc l'histoire, ça là, s'est passé dans la capitale fédérale du Nigeria, qu'on appelle Abuja. J'avais une copine avec qui j'avais une relation amoureuse très sérieuse. Elle vient de l'est du Nigeria. Elle est Igbo. C'est comme ça que moi avec elle, on était ensemble. On a fait vraiment 6 ans. On s'apprêtait même à faire des introductions pour qu'on puisse se marier. J'ai entendu tout ce temps-là à cause de son école. Donc, en cours de route, j'ai vu que la fille avait commencé à faire des bêtises et plus loin. Et quand j'ai découvert ça, malgré tout l'amour que j'avais pour elle, j'ai décidé d'arrêter la relation. Et aussi, c'était tellement fort pour moi, c'était difficile. Dans le même moment, il y avait une de mes clientes aussi qui était une dame, vraiment une femme qui était avancée d'âge, hein, un peu au même générationnel avec moi-même. Et elle a attiré mon attention, c'est une de mes clientes aussi. Et moi, avec elle, on avait commencé à flotter. Donc je disais que pourquoi pas. C'est une dame qui est vraiment mature et puis elle sait ce qu'elle veut. Elle travaille, elle a un bon travail, elle travaille au ministère de la Défense du Nigeria. Donc c'est pas l'argent qui la manque, c'est pas des choses matérielles qui la manquent. Elle a sa propre maison, elle vit là-bas, mais elle décidait de venir chez moi, rester chez moi. Donc on avait commencé notre relation. La relation amoureuse avait commencé
Mais j'avais constaté quelque chose, excusez-moi, constaté quelque chose qui m'arrivait à chaque fois que j'ai des rapports sexuels avec la femme. Le jour, si j'ai des rapports sexuels avec la femme, je vais avoir un problème. Bon, on peut dire un minor, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui n'est pas un minime, un problème minime. Mais quand même, je dois dépenser au moins 50 000. Ça veut dire que le problème va me prendre au moins 50 000. C'est le minimum. Bon, pour le début, je n'ai pas pris ça comme un problème. Je pensais que c'est normal dans la vie. Il faut avoir aussi des problèmes. C'est pas quand c'est doux seulement qui est bon. Mais quand c'est amer aussi c'est la vie. Donc il faut prendre la vie du bon côté. Donc pour ne pas accuser qui que ce soit, j'ai décidé d'observer. Donc j'avais un compte bancaire que j'avais de l'argent. Mais cet argent-là, c'était pas pour bouffer, c'est argent pour vraiment faire quelque chose de tangible, c'est-à-dire quelque chose de sérieux avec. Et l'autre compte, c'est le compte de mon atelier, donc je prenais pour faire les dépenses de l'année, les dépenses de mes enfants, et puis bon, un peu de tout. Mais malheureusement, après 2 mois que j'ai connu la femme, le compte principal des dépenses a été vraiment vidé. Bon, je ne me suis pas trop posé la question puisque j'ai de l'argent à côté. Et aussi, j'ai constaté que j'avais commencé à avoir des problèmes avec mes clientes. Quel que soit ce que je fais comme modèle, quel que soit ce que je fais, il y a toujours des plaintes. Il y a toujours des plaintes, il y a toujours des accusations. Et le jour même que je ne suis pas là à l'atelier, quand mes travailleurs viennent, les femmes ont toujours des problèmes avec tout ça. Donc j'avais constaté vraiment beaucoup de lacunes, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et c'est comme ça. J'ai essayé de manager le problème, j'ai essayé de prendre le problème genre comme si c'est normal. Dans la vie, il faut avoir des hauts et des bas. Donc c'est normal. Quand ce genre de trucs arrivent, il faut s'intensifier dans la prière et puis il faut prier pour voir que, parce que souvent il y a des légèretés qui fait que tu as des choses comme ça qui arrivent. Donc j'ai commencé à prier. Je prie. Mes comptes diminuent, mes comptes vont descendre, je sors avec la dame. Les choses diminuent, les choses. Vraiment, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de difficultés. Jusqu'à je suis rentré même au milieu de mon argent qui était dans l'autre compte. Ah, j'étais vraiment dans la désolation. Je n'arrivais pas à comprendre si c'était la fille. Donc un jour, bon, je me suis dit, bon, le soir là, j'ai eu un peu d'argent, j'ai payé mes travailleurs, j'ai été un peu épanoui. J'ai dit à la dame, aujourd'hui là, il faut vraiment un vendredi, il faut vraiment qu'on se fasse plaisir. Depuis que on est ensemble, je ne me suis pas encore consacré à toi, vraiment, je ne t'ai pas encore donné le temps parce que je suis tout le temps au travail, donc je ne t'ai pas encore donné un temps vraiment pour qu'on puisse se faire plaisir mutuellement. Donc les choses qu'on fait d'habitude, comme on fait, mais il faut aujourd'hui que je me consacre à toi, il faut que je te fasse plaisir. Tu comprends, je suis le boss, donc demain si je suis trop fatigué, je n'irai pas au travail, donc il n'y a pas de problème. Et les travaux qu'il y a à faire, mais mes travailleurs peuvent le faire, donc c'est pas un grand problème. Je peux seulement aller les donner les instructions et puis bon, venir me reposer. Là c'est comme ça. Je lui ai demandé quelle boisson elle prend. Je suis parti payer de la boisson vin rouge. Et elle aime aussi le souguia qu'on appelle au Nigeria suya. Le souguia, comme les Ivoiriens l'appellent. La viande frite là. Donc je suis parti acheter. Vraiment. Et elle-même, elle est aussi cuisinière. Elle a fait une cuisine vraiment, j'étais vraiment content.
Donc, on s'est mis d'accord, on est rentré à la maison pour se faire plaisir. On est rentré, on a mangé, on s'est fait plaisir, on a causé, on a vraiment fait ce qu'on devait faire jusqu'à 4 heures du matin. Je vous assure, mes frères et sœurs, je vous assure, ce qui m'est arrivé, ça veut dire que ça peut jamais être une coïncidence parce que c'est dire que la fille est possédée d'un esprit vraiment furieux. Donc l'esprit s'est fâché contre moi et contre la fille. Ce qui s'est passé, vous n'allez pas comprendre. Vous savez, au Nigeria, il n'y a pas tellement de courant qu'il faut avoir des groupes électrogènes. Donc moi, j'en ai 2. J'ai un petit, dans le cas où je n'ai pas trop de boulot, je prends ça. Là, on peut utiliser un fer à repasser, puis les machines à coudre. Et l'autre gros là, j'ai payé ça quand il y a beaucoup d'urgence, et puis bon, qu'on peut utiliser les 2 fers à repasser, et puis même la climatisation dans l'atelier quand il y a des clientes, et puis pour ne pas que la chaleur. Donc j'avais 2. Maintenant j'ai mon courant aussi qui est là. Donc on a fini, j'étais content, j'ai dormi jusqu'à quelle heure? À 8h30, 9h, une de mes apprentis m'appelle pour me dire que les machines, les moteurs des machines là, elle n'arrive pas à comprendre, mais ça sort fumé que c'est gâté. Je dis, mais comment ça? Vous avez laissé les choses allumées avant de fermer l'atelier hier, ou bien comment ça se passe? Non, que patron, c'est pas ça, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et je me précipite, je me rends à l'atelier. Je me rends à l'atelier, j'ouvre la porte. D'abord, la porte, les clés et les comment on appelle ça, les serrures, tout a eu des fractures, c'est-à-dire que des frissures. On dirait que ça a été chose. Bon, ça, je n'ai pas pris ça comme un mal. Ça peut arriver. Je suis rentré dans l'atelier. Je vous assure que les 4 machines à coudre, même la petite machine qui est là aussi, qui est le 5e, tout est brûlé. Tous les moteurs sont brûlés. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un est venu prendre quelque chose pour brûler les machines. Je dis ok, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Je prends les générateurs, je dis bon, je vais allumer pour voir. Les 2 générateurs sont gâtés. Les 2 groupes électrogènes sont gâtés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et l'échangeur de, comment on appelle ça ici, on appelle ça changeover, l'échangeur du courant, ça a été brûlé. C'est-à-dire que le courant est venu, je voulais changer ça, le truc a pris feu. Dieu merci pour moi que l'atelier n'a pas pris feu. Et c'est comme ça, tout ce qui est dans mon atelier a été brûlé. En ce moment-là, je n'ai pas encore pris conscience que c'est quelque chose de mystique provenant de la dame. Donc, je me suis levé et dit, bon, comme on a des travaux urgents, attends, je vais prendre ça malgré la fatigue que j'ai endurée pendant la nuit. J'ai enlevé 2 moteurs. J'ai dit, bon, je vais envoyer ça au marché pour voir s'ils peuvent les réparer. Et puis, bon, je vais les envoyer pour que j'arrive. Je vois les prix de réparation, c'est près de 20 000 naira en ce moment-là. Donc, ça fait 40 000. Maintenant, je demande le nouveau, si je peux avoir nouveau, me disent que 60, 65 000 pour les 2. J'ai dit bon, il est mieux de prendre ça à 65 000. Donc, attends, je vais prendre ça. En ce moment, je vous assure que mon argent était, était fini. Donc maintenant, j'ai dit au monsieur que envoie ton numéro de compte, attends, je vais faire un transfert pour toi pour que je puisse prendre les machines pour aller. Donc j'ai fait le transfert, l'argent a été enlevé dans mon compte et lui aussi il a vu qu'ils ont enlevé l'argent. Mais le monsieur n'a pas encore reçu Alam, il n'a pas reçu, il ne voit pas l'argent, lui aussi il attend. Il dit tant qu'il ne voit pas l'argent, je ne peux pas prendre les machines pour aller. Il faut que j'attende à ce qu'il voie l'argent dans son compte d'abord. Et les amis, le problème, ça là, c'était plus fort que moi. De 10h jusqu'à 17h30,
Or, j'avais rendez-vous avec mes clientes à 18h. C'était un samedi. C'est à 18h moins 5, je me rappelle bien, que le monsieur a reçu l'argent. Et c'est là que je vais prendre le moteur pour me rendre à la télé. En ce moment-là, vraiment, j'étais exhausté, j'étais fatigué et j'ai appelé la dame en question pour lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir tes pieds dans ma maison, je ne veux plus te voir. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne veux plus voir, je ne veux rien savoir de toi. Il ne faut plus jamais, si tu as quelque chose chez moi, je vais les envoyer et envoyer mes apprentis pour vous envoyer ça, que je ne veux plus vous voir. Donc, après, j'ai constaté que c'est la fille même qui avait problème. Elle avait un esprit vraiment qui était vraiment dangereux, qui, à chaque fois qu'elle soit avec quelqu'un, l'esprit va combattre cette personne-là, jusqu'à ce que la personne fuit. Et moi, je me suis hasardé sur elle. Et c'est comme ça, voilà ce qui s'est passé. Donc, à chaque fois qu'on a des relations, il faut aussi regarder toutes ces choses-là, les choses de la vie. Chercher à comprendre qui est cette personne, spirituellement, physiquement, pour voir si la personne vous apporte la chance, la personne vous apporte du bonheur, et vous aussi vous apportez aussi réciproquement à la personne. Si vous êtes compatible, c'est-à-dire que vous êtes en accord avec les deux, vous deux. Sinon, ce genre de truc qui m'est arrivé, vraiment, c'était vraiment délicat. Excusez-moi de prendre trop de temps, mais c'est des histoires vraiment que, c'est des expériences vraiment que je veux rencontrer pour que on prenne conscience. Quand la vie, même jusqu'en présent là même où je suis, j'ai peur même de m'hasarder dans une autre relation parce que j'ai une autre encore même que j'ai eu ici, que j'étais vraiment gravement malade. La dame aussi. Je ne sais pas si je dois continuer avec l'histoire de la dame. Je l'ai connue au Nigeria, à Lagos, présentement là même. Donc subitement j'ai été attaqué spirituellement par des gens qui m'ont empoisonné spirituellement. J'ai failli mourir, j'ai fait au moins 6 mois de maladie. Je veux couper ça tout court. J'ai fait 6 mois de maladie. Il y avait une camarade qui m'avait pris pour m'envoyer dans son village et puis c'est comme ça. Il y a un guérisseur de son village qu'on appelle le village, la ville au Nigeria, Ondo State. Le monsieur a prié pour moi. Bon, il m'a soigné traditionnellement. Après qu'il me soignait, il me disait vraiment que c'est ma vie, les gens veulent ôter. Mais il va faire des choses pour me protéger aussi, pour que, ne pas que je puisse y arriver là. Et il y avait une fille maintenant qui était avec moi, qui faisait tout pour moi. Je voulais même la marier. Mais vraiment, c'est une jeune fille. J'aimais bien la fille parce que elle a été là quand j'ai fait 6 mois de maladie, je vous en prie. 6 mois, même pour manger, pour avoir de la nourriture, c'était vraiment du problème. Mais bref, par la grâce de Dieu, tout va pour le mieux présentement là. Donc c'est comme ça, je suis avec la fille. Quand je touche l'argent, soit elle tombe malade gravement. Quand j'ai une entrée à la fin du mois, quand j'ai l'argent, la fille a un problème. À chaque fois, je n'arrive pas à comprendre. Donc maintenant, quand je suis reparti chez le monsieur qui me soignait, le monsieur m'a dit vraiment que, j'ai expliqué un peu au monsieur, le monsieur m'a donné des trucs. Ici, je viens de prendre l'âme, de payer une lame pour tracer des parties de la fille et de mettre le produit là-dedans. De mettre le produit. J'ai mis ça. Après le mois qui a suivi, elle a fait ses règles. Les femmes là, elle a fait, c'était noir, comme si c'était charbon qui sortait de son corps. C'était un peu affreux. On a appelé le monsieur, on lui a dit, le monsieur a dit que c'est des choses que ses parents ont mis dans son corps. Mais il faut vraiment qu'il voie la fille.
Jusqu'à, je me suis entêté, la fille est là, je me suis entêté, il a tout fait, mais les choses n'allaient pas. Les choses n'allaient pas. Il vient de me rétablir, au moins je gagne un peu d'argent. Comment il va faire pour faire mes affaires et puis comment aussi m'occuper de mes enfants aussi. Il y avait tellement de retard de choses à faire que 6 mois, c'est pas 6 jours, c'est pas 6 semaines, c'est pas 6 minutes, c'est pas aussi 6 heures. Donc c'est comme ça, j'ai décidé à la laisser partir, à la faire partir. Et en lui donnant une condition que en allant, il faut forcément, il va lui donner l'argent, elle n'est qu'à passer chez le monsieur pour que le monsieur puisse la voir parce que ce qu'il arrive là, moi, personnellement, je ne comprends pas. Elle n'est qu'à partir. Donc c'est comme ça, la fille est partie. Elle allait croiser le monsieur a fait des trucs. Le lendemain, le monsieur m'a appelé et me dit que, ah mon frère, vraiment, Yako, sorry. Vraiment pardon parce que si cette fille reste avec toi jusqu'à ce que, c'est-à-dire que ta fille serait en ruine parce que ce qu'ils ont fait sur elle, c'est ça qui t'a fait. Et à chaque fois que tu vas dépenser l'argent sur elle, tu n'auras pas d'argent, tu n'auras pas d'entrée, tu n'auras rien. Donc le fait, tu as bien fait de la laisser venir pour que je puisse au moins faire des choses sur elle. Vraiment, du courage parce que la fille, elle a été minée. C'est-à-dire qu'elle a été minée par ses parents. Je ne sais pas si c'est ses parents, je ne sais pas. Vraiment les parents que Dieu nous aide. Elle a été minée. Ça veut dire que c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'elle est là. Si elle est dans ta vie, vraiment, rien ne va aller. Et où elle allait aussi, elle allait pour chercher travail. Toujours, elle a toujours des problèmes. Quand le jour que je décide de l'envoyer un peu d'argent, ça va m'affecter ici. Donc, j'évite maintenant même de l'envoyer de l'argent. J'essaie même de l'aider. Mais souvent, quand elle m'appelle que j'ai pitié, je veux l'aider. La dernière fois, quand je voulais l'aider, j'étais obligé de lui dire d'aller voir quelqu'un d'autre pour que je puisse envoyer l'argent dans le contrôle de la personne. Sinon, il ne peut pas envoyer l'argent dans son compte. Bon, elle ne m'a pas posé de questions, mais je l'ai fait, mais ça ne m'a pas affecté. Sinon, c'est ça qui est là. Donc, faisons très attention. Avec même les filles avec qui on a des relations. Les garçons aussi avec qui on a les relations. Parce que souvent là, les parents ont fait des choses. Souvent aussi, la fille aussi s'est mise avec quelqu'un qui a enlevé tout dans elle. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui sortent des filles. Ils font des médicaments sur des filles. Et puis, ils prennent toute la chance. Ils prennent la chance des personnes avec qui ils sortent. Et puis quand la personne les laisse, la personne est vide. Donc quand vous croisez ces gens de personnes, la personne devient comme une poubelle dans votre vie. Vraiment, faisons attention. Merci beaucoup, DMG, de me permettre de vraiment partager mes histoires qui m'ont vraiment peigné. Merci. Partagez, aimez, likez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir, DMG. Cette histoire m'a été racontée par une amie. Ça s'est passé cette année. Alors, mon amie devait voyager pour l'Amérique. Je ne vais pas citer le nom des pays. Pour l'Amérique. Et elle devait accompagner la mère de son amie. Arrivée donc à Paris où il devait faire l'escale, puisqu'elle a pris l'avion en Simalène et la mère de son ami a pris l'avion à Douala. Ils se sont donc retrouvés à Paris pour l'escale. Et mon ami a donc commencé à chercher la mère qu'on va nommer par exemple Présence et mon amie Julienne. Elle retrouve donc maman Crescence, ils commencent à cheminer ensemble. Après, une maman survient là. On ne sait pas d'où elle vient. Elle commence à parler en Bouddha, en pleurant. Elle ne sait pas lire ni écrire.
On se demande, mais comment un enfant peut faire voyager son parent sans être accompagné, puisqu'elle ne sait ni lire ni écrire. Et Julienne qui marchait donc avec maman Crescence, ils avançaient. Elle ne cherche pas à lui poser la question, qu'est-ce que cette maman te raconte en marchant, en pleurant. Et maman Crescence lui disait, non, tais-toi, calme-toi. Bon, en Bouddha, ils sont arrivés, ils sont partis s'asseoir pour attendre l'escale. Quelque temps après, la maman Crescence a commencé à avoir froid. Et cette maman était toujours à côté d'elle, elle parlait le Bouddha, elle pleurait, on ne sait pas ce qu'elle lui expliquait. Et maman Julienne lui a donc donné un para pour boire. Après, elle a commencé à transpirer. Subitement, maman Crescence n'arrive plus à marcher. Ils sont partis au lieu d'embarquement. Ils ont demandé à se faire vite enregistrer parce qu'elle ne se sentait pas bien. Ils sont donc entrés dans l'avion et tout. Et comme elle était au fond de l'avion et maman Crescence était devant. Arrivés, quand ils ont traversé l'Atlantique, donc ils étaient déjà au nord de l'Amérique, la maman a commencé à faire caca dans l'avion, à vomir. Elle se lève, maman Julienne qui était au fond de la salle, elle part voir qu'est-ce qui se passe là-bas devant. On essaie de faire les massages et tout ça, rien. On a atterri urgemment pour l'amener à l'hôpital. Bon, ils sont descendus, on l'a amené, on a fait les scanners, on a vu que maman Crescence n'avait rien. Et Julienne restait là à surveiller maman Crescence. On disait que son cerveau était bien et tout. Au bout de 3 semaines, quand on part regarder, maman Crescence ne bougeait même pas, elle était sous oxygène. On trouve que le cerveau est mort. On a donc débranché les appareils. Maman Crescence est décédée. On essaie de chercher au Cameroun qu'est-ce qui se passe. On dit que maman Crescence était une femme hautaine et puis elle avait les dettes, elle ne remboursait pas les dettes. Bref, elle est décédée comme ça. La morale de ça, c'est quoi? C'est de payer nos dettes, puisque on ne sait pas si la maman qui a surgi, on ne sait d'où, elle n'est même pas montée dans l'avion, on ne l'a plus revue. Ou c'est elle qui est venue la chercher, ou c'était comment, je ne sais pas. C'était ma petite histoire. Merci. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo.